Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres de l'actualité qui seront développés dans quelques minutes. L'Organisation des États américains dépêchera en Haïti et en République dominicaine une mission d'observation pour évaluer le processus de rapatriement des Haïtiens. Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, avait clairement laissé entendre que son gouvernement voulait changer de stratégie face à l'intensification des déportations dominicaines. Le Conseil électoral provisoire a officiellement lancé jeudi la campagne électorale pour le premier tour des législatives prévu le 9 août prochain. Plusieurs milliers de personnes manifestaient à travers les rues ce jeudi pour réclamer la réintégration de Jackie Lumarque dans la course électorale. Ce jeudi aussi, le président Martelly a procédé à l'installation des 9 membres du deuxième conseil du CSPJ. Lancement ce vendredi de la première foire commerciale de la construction en Haïti, MATCON. Plus de 80 entreprises locales exposeront leurs produits à la SONAPI. Nous débutons avec une réunion spéciale qui a eu lieu ce mercredi au siège de l'OEA à Washington sur le dossier haïtiano-dominicain. Suite à une séance houleuse, l'Organisation des États américains dépêchera en Haïti et en République dominicaine une mission d'observation pour évaluer le processus de rapatriement des Haïtiens. Le ministre des Affaires étrangères, Lenaire Renault, avait sollicité l'intervention de la communauté internationale. Il faut dire aussi que le chef de l'État, Michel Martelly, qui intervenait au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM à la Barbade cette semaine, avait clairement laissé entendre que son gouvernement voulait changer de stratégie face à l'intensification des déportations dominicaines. D'un autre côté, le représentant de la République dominicaine au sein de l'OEA, Pedro Vergès, qui participait à la réunion, a accusé les autorités haïtiennes d'orchestrer une campagne de dénigrement contre son pays. Pour sa part, Rubén Sillier Valdés, l'ambassadeur dominicain en Haïti, invité cette semaine à la rubrique Le Point, avait expliqué qu'aucune déportation n'avait été effectuée. Le gouvernement dominicain va commencer à expérimenter une migration différente. Premièrement, il y aura presque 300 000 personnes qui n'avaient pas de carte de travail, qui ont une carte de travail avec une duration de 2 ans. Donc il y a plus de 300 000 Haïtiens qui sont en République dominicaine en paix, tranquille. Ils ont le droit à rester 2 ans. Et même avec des papiers incomplets. On les a acceptés. À partir de là, donc ça c'est un aspect très important. On va commencer à organiser la migration. On va commencer à superviser les entreprises qui utilisent la main-d'œuvre étrangère. Enfin, mais en même temps, on va reprendre. Et vous savez questionner en commençant, si vous étiez consciente qu'avant le tribunal, on faisait des répartitions tout le temps. Vous m'avez dit que oui, que vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc c'est une pratique ordinaire. Et jamais il y a eu un scandale parce qu'il y a eu des répartitions massives avant le tribunal. Bon, après que ça finisse, il continuera avec les répartitions. C'est tout. Donc, normal, normal. Pas massive, normale. Donc il y aura toujours des rapatriements. Ah oui, parce que ça existait avant. Et ça va continuer. Mais de la même façon, mais encore mieux, parce que maintenant, je vous avais dit, les répartitions se faisaient dans un contexte pardonné. Et je vous avais admis qu'il y a des fois des violations des droits des migrants. Mais à partir... Alors, il y aura des rapatriements ou il y aura des déportations? Comme vous voulez l'appeler, c'est la même chose. Pour le fait, c'est la même chose. On va renvoyer les immigrants qui ne sont pas en règle en République dominicaine. Mais le fait de la loi n'est pas de répatrier. À partir du mois d'août, on ne verra pas la violation des droits des migrants. N'est-ce pas? C'est ça, il faut être clair. Parce que sinon, on doit penser que c'est un mécanisme pour persécuter les gens. Et ce n'est pas ça. C'est complètement différent. Pour un éclairage, nous recevons Wendell Théodore, qui est le directeur de la salle des nouvelles à Métropole, qui était aussi notre envoyé spécial à Washington. Bonjour Wendell. Bonjour Daphné. Alors, comme je viens de le dire, cette semaine s'est tenue à Washington une réunion spéciale au siège de l'OEA. C'était une assemblée à laquelle vous étiez envoyé en tant que
journaliste spécialement. Et nous savons que le ministre des Affaires étrangères, le maire Renaud, a un petit peu défendu notre cause là-bas. Dans quel contexte c'est tenu cette réunion? Et qu'est-ce qui a initié? Bon, c'est une réponse à une demande faite par Haïti. Et Haïti voulait donc répondre à l'intervention faite il y a une semaine au ministre dominicain des Affaires étrangères, M. Navarro, qui a jugé bon de demander une intervention au siège de l'OEA, encore au conseil permanent de l'OEA, pour fixer sa position par rapport à la crise. Quand je parle de crise, je parle de la situation migratoire entre les deux républiques, la décision prise par les Dominicains de rapatrier des Haïtiens en situation irrégulière. Il était une semaine auparavant au siège de l'OEA, précisément au conseil permanent de l'OEA. Et là, Anne-Daphné Lemoine, tenez-vous bien, M. Navarro n'a pas été du tout tendre. Envers les Haïtiens. Envers les Haïtiens, envers M. Botchit, qui est donc le représentant d'Haïti à l'OEA. Et là, il a fallu quand même une réponse. Et Haïti a sollicité cette rencontre, cette session spéciale. Et là, le ministre haïtien des Affaires étrangères, M. Lener Renaud, a, comme vous l'a dit, défendu du bec et des ongles la politique haïtienne vis-à-vis de la République dominicaine. Ce que fait Haïti depuis le lancement de cette crise, depuis cette crise, je dirais. Qui participait à cette... Bon, les États membres, tous les États membres de l'OEA, disons en grande majorité, étaient présents. Et j'allais vous dire justement, au moment de l'intervention de M. Renaud, les pays membres ont pu se faire une idée de la situation réelle. Ils ont expliqué la politique des Dominicains, ce qu'ils font aujourd'hui, leur comportement vis-à-vis des Haïtiens en situation irrégulière. Et là, M. Renaud a eu à dire qu'il n'est pas venu supplier ou encore dénoncer les Dominicains. Il veut qu'il y ait un protocole. De rapatriement. De rapatriement. OK, c'est le droit le plus entier des Dominicains de régulariser la situation, de prendre des lois sur la migration dominicaine. Mais étant donné qu'il y a deux pays qui sont l'un à côté de l'autre, s'il doit y avoir de rapatriement, il faut respecter certaines règles. Il faut respecter certaines règles. Il faut que les autorités haïtiennes sachent exactement quand est-ce que ces Haïtiens vont arriver, combien ils seront, ou encore par où ils vont passer pour arriver en Haïti. Voilà ce que demande M. Renaud. Il a même ajouté qu'il faut exceptionnellement, il faut surtout que les Dominicains reviennent à la table des négociations. Il faut qu'il y ait des discussions. Voilà ce que demande. En réponse aux propos tenus, propos désobligeants, je dirais, tenus par M. Navarro, le ministre haïtien des Affaires étrangères a eu à dire haut et fort qu'Haïti est prêt à accueillir ses ressortissants. Mais Haïti n'est pas prêt non plus, n'est pas prêt à recevoir des Dominicains dénationalisés. Voilà en fait les propos tenus par le ministre haïtien des Affaires étrangères, M. Lener Renaud, et ce qui n'a pas plu, aux représentants de la République dominicaine, M. Pedro Vergès, qui était sur place. Alors je vais aussi préciser, Anne-Daphné Lemoine, que après l'intervention du ministre haïtien des Affaires étrangères, beaucoup, pour ne pas dire presque tous les pays membres, surtout les pays de la CARICOM, ont salué la démarche haïtienne. Ils ont applaudi le comportement des Haïtiens. D'ailleurs, il y a l'un des intervenants qui a eu à rappeler la séance à laquelle participait M. Navarro, où il y a eu un comportement tout à fait inhabituel, voire historique. Dans l'histoire des sessions à l'OEA, on n'a jamais enregistré pareille attitude, pareil comportement. L'arrogance, des insultes vis-à-vis de notre ambassadeur. Daniel Supplice? Non. L'ambassadeur... Botchit, celui qui est donc
accrédité à l'OEA pour Haïti. Donc, ceci dit, c'était pas bien du tout lors de la première séance. En fait. C'est ça, lors de la première séance tenue au Conseil permanent de l'OEA. Maintenant, là, ça c'est pour le contexte. Donc, il y a eu une première session. Haïti donnait la réponse à M. Navarro qui n'était pas là. Parce que d'abord, il a pris l'initiative d'aller porter plainte ou encore d'aller dénoncer les Haïtiens, d'aller critiquer les autorités haïtiennes. Haïti a répondu. Haïti a répondu. Mais attention, M. Vergès, Pedro Vergès, l'ambassadeur dominicain à l'OEA, était encore là pour monter au créneau, pour fustiger les Haïtiens, pour dénoncer les Haïtiens, pour accuser les Haïtiens d'irresponsabilité, pour dire que personne ne peut demander à la République dominicaine d'assumer la responsabilité de notre État. Selon M. Vergès, les Haïtiens veulent, à travers cette crise, détourner l'attention. Ils veulent cacher les vrais problèmes. La crise politique, l'instabilité, la crise économique qui nous dérange ou bien qui affecte depuis quelques années, disons mieux au cours de ces 10 dernières années, pour ne répéter que les propres paroles les propres propos de l'ambassadeur. Et il était vraiment en colère. Là, on sentait la haine dans les propos tenus par l'ambassadeur dominicain. Donc, ça a eu pour but d'émouvoir un petit peu tous les États membres, parce que c'est du jamais vu. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Mais, écoutez, c'est un espace de diplomates. Bien sûr. Ils sont tous des ambassadeurs. Donc, ils étaient là à observer avec attention. Je n'ai même pas besoin de vous dire à quel point les Haïtiens qui étaient là, des membres de la délégation qui étaient là et qui suivaient avec attention soutenue, Daphné, ce qui les traverse aussi. À un certain moment donné, l'ambiance était tendue, Daphné. L'ambiance était très tendue. Et moi, personnellement, j'étais là, je me mettais à observer le Nen Renaud, qui défendait la cause des Haïtiens avec beaucoup d'arguments. Et parfois, je me posais la question, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir tenir? Est-ce qu'il ne va pas perdre son sang-froid? Est-ce qu'il ne sera pas à court d'arguments? Non, il l'a bien fait. Oui, il a bien fait, il a résisté, il a tenu bon. N'est-ce pas un major? Oui, c'est le major de l'armée. Il a le charisme. Oui, il a tenu, mais vraiment, croyez-moi sur parole, il y avait de l'émotion dans la salle, il y avait de l'électricité aussi, il y avait de la tension dans l'air, parce qu'on ne pouvait pas, on se posait la question à savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et finalement, le Dominicain, lui, a encore pris la parole. Alors, il a eu droit à 2 interventions. Après la première, en réponse à Nen Renaud, le Nen Renaud est encore une fois intervenu et le Dominicain a encore une fois sollicité la parole pour dire qu'Haïti est en train d'orchestrer une campagne de désinformation contre son pays. Une campagne de désinformation pour dire qu'ils sont en train donc de créer des apatrides, alors que selon lui, ce n'est pas le cas. À la séance de Navarro a eu à traiter notre ambassadeur de menteur. Ce dernier, lui, ne l'a pas fait. Mais le Nen Renaud, de son côté, était à 2 doigts de taper du poing sur la table pour dire à Navarro... à Vergès. À Vergès, vous avez en face de vous un pays qui a fait l'histoire. Un pays grâce auquel de nombreux pays de la région ont connu la liberté. Il lui a fait l'histoire pendant un certain temps. Et on n'a pas applaudi le Nen Renaud, peut-être c'est en raison... Ils étaient à 2 doigts de le faire. On était à 2 doigts de le faire. Mais ça, c'est pour l'ambiance tendue, l'atmosphère, les échanges entre les deux ambassadeurs, entre les 2 républiques, en quelque sorte, pour Haïti et pour la République dominicaine. Mais
on se pose aussi certaines questions. Est-ce que certains problèmes soulevés par Vergès, est-ce que ces problèmes n'existent pas réellement en Haïti? Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais on a également des problèmes. On a des problèmes véritablement. La crise politique, c'est vrai. L'instabilité, c'est vrai. L'irresponsabilité, c'est encore vrai. Maintenant, comme a dit l'ambassadeur Renaud au micro de Métropole la semaine dernière, eh bien, nous devons continuer à assumer nos responsabilités. Il faut faire les choses quand on doit les faire. Nous devons aussi faire savoir au monde que nous sommes un peuple qui est prêt à assumer ses responsabilités. Donc, voilà dans l'ensemble ce qui s'est passé au cours de cette session à l'extraordinaire tenue au siège de l'OEA. Combien de temps ça a pris dans la journée, en fait D'abord, il faut dire qu'il y a eu 2 réunions préalables. Il y a eu une première réunion avec le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, qui a tenu à rencontrer Renaud et des membres de la délégation avant la session. Mais en aparté. Oui, en aparté. Et c'est à ce moment-là que M. Almagro a informé M. Renaud de la nécessité de l'envoi d'une commission en Haïti, disons en République dominicaine, pour observer la situation. Et là, le maire Renaud lui a dit que ce n'est pas ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que cela se fasse en aval. Qu'on envoie la mission en Haïti d'abord, au niveau de la frontière, pour constater de visu qu'il y a effectivement des Haïtiens qu'on est en train de rapatrier, de refouler. Almagro n'était pas tout à fait d'accord, mais la demande de l'honneur Renaud allait être mise sur le tapis au conseil permanent de l'OEA et on allait accepter sa demande. Et après cette rencontre avec le secrétaire général, Haïti a encore rencontré des membres de la CARICOM. Ils étaient plusieurs pays membres à écouter le ministre des Affaires étrangères à la CARICOM. Et c'est à ce moment-là, disons, on a mis environ 1h30 pour ces 2 rencontres. Celle avec le secrétaire général et celle avec les représentants de la CARICOM. Ensuite, pour le conseil permanent de l'OEA, on peut dire qu'on a mis environ 1h30. Pour argumenter. Oui, pour argumenter, parce que comment cela se passait? Il y a le président du conseil permanent de l'OEA qui est intervenu pour déclarer la séance ouverte. Deuxième prise de parole était celle du secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, et après on invitait Haïti à prendre la parole. Et figurez-vous, après Haïti, il y a au moins une dizaine de pays qui ont pris la parole. Et croyez-moi sur parole, Anne-Daphné Lemoine, presque tous les pays ont souscrit à la position haïtienne. Presque tous les pays membres ont accepté qu'il y ait une mission et que cette mission soit plus ou moins étendue, qu'il y ait donc des représentants de la CARICOM et que la mission vienne aussi en Haïti. Et pour aller après en République dominicaine. Alors, ce qui a retenu notre attention aussi pour voir à quel point le représentant de la République dominicaine était mécontent de l'intervention faite par Haïti, alors que Haïti ne faisait que répondre, se défendre. D'ailleurs, le ministre Renaud a eu à dire que Navarro se comporte en agresseur agressé. Pourquoi a-t-il jugé bon d'aller se plaindre à l'OEA? C'était aux Haïtiens de le faire, parce que ce sont eux qui sont donc les principales victimes. Et vous savez ce qu'a dit M. Vergès, Pedro Vergès? Pedro Vergès a dit « OK pour la réunion, il n'y a aucun problème. Mais il y a des pays qui ont exprimé des positions radicales au cours de la session. Ils souhaitent que ces pays-là ne fassent pas partie de la délégation ou encore de la commission qui allait venir. Oui, parce qu'ils sont impartials. D'après lui. En tout cas, à la satisfaction des Haïtiens qui étaient présents, eh bien, le président du Conseil a affirmé avoir trouvé un consensus pour que la mission arrive en Haïti d'abord et en République dominicaine ensuite. C'est-à-dire pour
constater en aval ce qui se passe et pour aller maintenant en amont et constater encore une fois de visu le problème. Est-ce qu'il y a une autre réunion prévue certainement parce que après non, après la mission, il va y avoir, non, il faudra un consensus, il faudra, disons... un compte rendu de cela. Il faudra un compte rendu, il faudra aussi un rapport sur, sur la mission et très certainement, et l'OEA va voir où est le problème. Et maintenant, on devra bientôt s'attendre à une résolution de l'Organisation des États américains à travers laquelle l'OEA aura donc à fixer sa position. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, puisque quand même ce sont donc les pays membres qui vont fixer leur position. Parce que là, le problème dépasse Haïti. Le problème dépasse nos frontières. Quand il s'agit de créer des apatrides, quand il s'agit de dénationaliser les gens, ce n'est pas un problème haïtien uniquement. Uniquement, c'est un problème mondial. Maintenant, aux autres pays de vérifier est-ce qu'effectivement il y a des dénationalisés, est-ce qu'effectivement il y a des apatrides créés par la République dominicaine. Et c'est l'un des arguments avancés par Haïti pour étayer en quelque sorte son intervention. Nous sommes prêts à accueillir nos fils qui sont rapatriés, mais nous ne sommes pas prêts à accueillir des Dominicains dénationalisés. Haïtien, a dit le nerf Renault, ne cherche pas une terre d'accueil, ne cherche pas un pays d'accueil, ne cherche pas une nationalité dominicaine. C'est un peuple travailleur, laborieux, et qui veut du travail, et qui malheureusement bute sur l'incompréhension des autres. Voilà ce qu'a dit le nerf Renault. J'ai une dernière question, Wendell, qui serait une petite question insolite que j'ai envie de poser. C'est comment vous êtes senti, vous, personnellement? Personnellement. Ok, vous allez comprendre ma position à ce moment-là, mais permettez que je signale à votre attention qu'au moment de l'intervention de Leonard Renault à la CARICOM, pas à l'OEA, en face des pays membres de la CARICOM, quand il parlait des femmes qui se voient séparées de leurs fils ou de leur mari, c'est-à-dire, il y a un qui se retrouve dans un camion qui va à Ansapitre, et l'autre à Ouanamètre, et l'autre à Pédernal, par exemple. Pédernal ou à Malpasse, par exemple. Il créait une atmosphère d'émotion. À un certain moment donné, on avait l'impression que le major allait pleurer. Et là, dans la salle, l'émotion était vive. On voyait aussi la colère dans les regards des pays membres. Comment je me suis... Séparer les familles. Oui. Comment je me suis senti... D'ailleurs, je vous ai déjà dit que la situation était tendue. Oui. Électrique. Oui. Vous savez, Daphné, je suis haïtien. Et je regardais l'ambassadeur. Je regardais Pedro Vergès, qui parlait de mon pays, qui m'accusait à tort ou à raison d'incapable. À un certain moment de la durée. Où t'as pris ballon coup de poing? Pas qu'à dire ça. En tout cas, je l'ai regardé avec attention. Parfois, mal des dollars, il m'a regardé, il me font passer des là pour me garder la fenêtre. Oui, c'est un être humain aussi. Croyez-moi sur parole, j'ai pas aimé et je me sentais pas bien. Je préfère dire que je ne me suis pas senti trop bien à ce moment-là. Et vous pouvez imaginer la suite. Merci beaucoup Wendell. C'était le petit côté insolite de l'histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas de drôlerie, ce n'est pas drôle du tout, on n'a pas à en rire, mais on n'a pas à en rire. Histoire même tragique. Oui, mais la réalité, est-ce qu'elle est crue et on a des réactions humaines. Oui. En tout cas, je l'ai regardé. Et Daphné, le dernier mot, c'est que je vous ai dit que c'était pas un beau spectacle. Il y avait de l'émotion, il y avait de la tension.
Et on m'a dit, on m'a appris qu'au moment de la séance où Navarro intervenait, c'était pire. Oui, il n'y avait pas d'Haïtiens présents. Il y en avait justement. Très peu. Oui, il y en avait. Mais là, c'était pire. Parce que l'ambassadeur Botchit se débrouillait pour répondre. Et le monsieur qui... bon, il y avait de l'agression. Verbal. Oui, on tentait même d'insulter Haïti à travers son ambassadeur. Ce n'était pas un beau spectacle. Ben, est-ce que les négociations vont reprendre, les pourparlers vont recommencer? Est-ce qu'ils ont mais bien sûr, il va falloir attendre le rapport de la commission qui est attendu ce week-end en Haïti. Et comme je l'ai dit, ce sera donc une commission OEA et CARICOM. On avait même prévu d'intégrer des membres des Nations Unies dans la commission, mais comme il a fallu faire vite, donc on n'a pas eu le temps d'initier les démarches auprès de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse envoyer ses représentants. Bon, comme on sait que les Nations Unies sont déjà en Haïti, peut-être ça va se faire sur le terrain. Là, je spécule. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wendell, pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez envoyé spécial à Washington pour cette réunion spéciale aussi. Sur Haïti. Sur Haïti. Merci. Le CEP a officiellement lancé ce jeudi la campagne électorale pour le premier tour des élections législatives prévues le 9 août prochain. Le président du Conseil, Pierre-Louis Oppon, a donné le coup d'envoi de la campagne en appelant les candidats et partis politiques au fair play. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. Que le fair play règne. Et concernant le décaissement des fonds destinés aux législatives, Jean-Fritz Jean-Louis, le ministre chargé des questions électorales, a annoncé pour très bientôt le décaissement de la somme destinée aux partis politiques. Ce n'est pas un starting fund nié. Un parti politique qui prend l'élection, il y a des efforts qu'il fait, il y a des COP qu'il a disponibles pour l'élection. L'État a un support pour le bail. Il y a une administration qui a mené nous à faire répartition d'argent, qui prévoit pour le faire. Toutefois, le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, a précisé que l'État haïtien communiquera le montant au CEP. À son tour, en fera la répartition suivant le nombre de candidats qui représentera les partis et les regroupements politiques aux élections. Parallèlement, la plateforme Vérité continue d'invalider la décision du CEP pour avoir écarté son candidat à la présidence Jackie Lumarque. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à travers les rues ce jeudi pour réclamer sa réintégration. L'entrepreneur Dimitri Vob, présent lors de ce mouvement de protestation, a fait remarquer que M. Lumarque n'a nullement besoin de certificat de décharge. C'est la deuxième manifestation contre le CEP qu'organise la plateforme Vérité. Les partisans de ce regroupement politique ont en effet marché à Port-au-Prince ce jeudi pour continuer de dénoncer la décision de l'institution électorale de mettre Jackie Lumarque à l'écart de la course à la présidence. La manifestation a démarré dans le périmètre du carrefour de l'aéroport et tout le long du parcours qui a emprunté l'artère principale de Delma, les protestataires, dont la plupart étaient vêtus de t-shirts jaunes, verts et blancs frappés de l'emblème ou du logo de la plateforme Vérité, ont lancé des propos hostiles aux membres de l'actuel CEP qui, accuse-t-il, aurait mal géré le dossier du professeur Lumarque. Et l'entrepreneur Alix Didier Fizemé, candidat au sénatorial de l'Ouest sous la bannière de la plateforme Vérité, se dit très frustré. Dans le pays, ça, le droit, trop souvent, je mets le sous-côté. Le droit politique de Jackie Lumarque violé. Le droit politique de plateforme Vérité violé. Nous venons défendre droits sociopolitiques, population. Alors que le Conseil électoral n'a eu de cesse de rappeler jusque-là que Jackie Lumarque a été écarté de la course électorale pour n'avoir pas remis le certificat de décharge relatif à sa gestion comme coordonnateur du groupe de travail sur l'éducation et la formation au moment de son inscription au BED de l'Ouest, des dirigeants de la plateforme Vérité se questionnent et mettent en doute ses explications. C'est le cas notamment de l'homme d'affaires Dimitri Vob. Selon lui, jamais le professeur Lumarque n'a déposé de décharge au CEP. Pas de décharge qui était déposé dans le CEP. Qui va le joindre? Il y a des gens qui ont copie. Donc, est-ce que la copie est bon trac lié? Donc, je ne vais pas faire qui ça, monsieur Oppon, parler. C'est la loi pour le garder. Donc, moi, je ne vais pas répondre, monsieur Oppon. Je ne vais pas pour me parler avec elle. C'est le bagage. Nous-mêmes nous dit,
Jackie Lumac pas besoin de charge Jean la loi Mandel, faut que Jackie nan couslan quitte peuple à voter. Entre le mécontentement généralisé des partisans et sympathisants de la plateforme Vérité après l'éviction de Jackie Lumac, la frustration et les questions exprimées par l'un et l'autre, des responsables de la plateforme n'entendent pas en rester là. Après les 2 manifestations déjà réalisées dans la capitale, la protestation va s'amplifier à travers les villes de province, toujours dans la perspective de forcer le CEP à se rétracter. L'activiste Renel Monplaisir est le porte-parole de la plateforme Vérité. Tout quartier populaire, et nous avons retourné, même si nous avons gouverné longtemps, nous disons au fond, ça n'a pas passé, pas d'élection sans Jacques Lumac, nous avons mobilisé. Cette manifestation ce jeudi 9 juillet avait eu lieu en même temps que le lancement officiel par le CEP de la campagne électorale pour les prochaines législatives du mois prochain. Un signe à ne pas douter. Et toujours dans le cadre du lancement de la campagne électorale, des milliers de partisans et sympathisants du parti haïtien Tête Calais, le PHTK, s'étaient rassemblés au Cap Haïtien pour répondre à l'appel du directoire du parti Rose et Blanc. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a lancé la cérémonie accompagné du candidat à la présidence du parti, Jovenel Moïse. C'est ce jeudi que le président Martelly a procédé à l'installation des 9 membres du 2e conseil du CSPJ. Dans son intervention, le chef de l'État a insisté sur l'intérêt accordé à la création d'une institution judiciaire forte. Il a aussi rappelé que l'action de son administration vise surtout à édifier un État moderne dans lequel tous les citoyens peuvent participer pour construire un avenir commun basé sur la transparence, la justice et la démocratie. Le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti s'apprête à déposer au Parlement un projet de loi portant sur le fonctionnement de la profession. C'est ce qu'a indiqué la présidente du syndicat, Marie-Alice Bélizer, lors du lancement mercredi à l'hôtel Montana de la 3e université notariale d'Haïti et du 4e congrès national. Le congrès national est un baril qui est fondamental à ça parce que les notaires des 18 juridictions vont débattre du code de déontologie et d'éthique. Ça veut dire que nous déjà entendons, nous déjà discuter, que nous accepter soumettre nous à des règles de discipline, des règles de contrôle, des règles d'exercice de la profession. C'est la première fois en Haïti que nous avons une profession qui va structurer tête. Donc nous avons le code de l'Union internationale des notaires que nous prenons, nous adapter à la réalité haïtienne parce qu'on connaît nous-mêmes nous avons une réalité qui est un petit peu plus différente pour l'instant. Et c'est code ça que nous allons voter et nous allons prêter serment sous lui samedi à 10h du matin. Vous êtes les bienvenus pour aider nous porter charge ça. Codifié parce que nous prenons code de déontologie. Engagé parce que ce n'est pas prêter serment sous code non seulement, non, c'est accepter que nous avons une réglementation qui vient pour vous. Ça veut dire qu'il y aura le contrôle des études, il y aura le contrôle de l'argent des clients, il y aura le contrôle de la discipline, il y aura la création de l'ordre notarial qui sera un ordre obligatoire. Nous avons le Parlement venu pour nous capables de déposer un projet de loi. Donc, nous avons un paquet de bagages que nous avons mis en place justement pour permettre que chaque monde dans le pays d'Haïti soit capable d'avoir accès à la propriété, mais à la propriété tranquille. Lorsqu'on achète ton thé ou fin bâtir un petit pièce sky ou monte au dormi sans que sauter. C'est ça qu'on bat nous. Le pays fait face actuellement à une grave sécheresse. C'est le constat du directeur général de la DINEPA, M. Benito Dumais, qui intervenait à une réunion organisée par la DINEPA à l'hôtel El Rancho, où pas moins d'une centaine d'entrepreneurs haïtiens et étrangers avaient pris part. Reportage chez La Louis. La problématique de l'eau en Haïti, un sujet de grande préoccupation. Qui pisait, le pays fait face à une sévère sécheresse, il ne pleut pas depuis plusieurs semaines et dans certains endroits, l'eau se fait très rare. Une situation qui n'échappe pas au directeur général de la DINEPA puisqu'il a fait le même constat. Interrogé à ce sujet, Benito Dumais a répondu que la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement n'est pas responsable de cette rareté. Mais en réalité, tout que nous tous connaissons, semaine ça va dans la radio, tout avec la question de sécurité alimentaire, problème que le pays a gagné, même, et pas seulement le pays, à plusieurs autres côtés, dans la sécheresse que nous avons observé, une série de sources captaires qui baissaient, donc ça fait qu'en termes de production,
et production ressources là les mêmes nous avons des difficultés. Aux grands mots, les grands remèdes. Vu l'ampleur du problème, des mesures doivent être prises en vue d'améliorer la situation, notamment sur le plan environnemental. Le responsable de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement fait le poids. Nous toujours insister pour sensibiliser la population sur le risque qu'il y a pour les prochaines années, pour que nous puissions diminuer la question de déboisement et protéger les bassins versants qui sont les réservoirs qui sont capables de permettre de réalimenter Napla et rendre disponibles les ressources d'eau. Rappelons que 56% de la population haïtienne a accès à de l'eau potable, selon des chiffres communiqués par la DINEPA. Cependant, beaucoup reste à faire pour augmenter le pourcentage. L'institution envisage de trouver de nouvelles formules en vue d'y parvenir durant les prochaines années. Un énorme défi à relever. Une journée sera dédiée à Haïti pour exposer sa culture, son art, sa cuisine à l'exposition universelle Milan 2015 en Italie. Le Premier ministre haïtien, Evans Paul, à la tête d'une délégation, a lancé les activités du pavillon consacré à Haïti, ce qui permettra de découvrir les talents des Haïtiens dans divers domaines. Lancement ce vendredi de la première foire commerciale de la construction en Haïti, la MADCON. Plus de 80 entreprises locales exposeront leurs produits pendant 3 jours à la Sonapi, une initiative de la AmCham en collaboration avec d'autres partenaires du secteur privé avec le support de l'USAID. On connaît que dans le monde entier aujourd'hui, c'est à travers des foires que le commerce a fait. Et que ça soit il y a des pays où il y a des foires chaque semaine presque. Et il y a des foires, par exemple la foire de l'automobile, vous avez la foire des bateaux, la foire de la construction, vous avez la foire du tourisme. Nous, il y a des foires vraiment, c'est une nouvelle conception de la commercialisation des biens et des services. Et en Haïti, moi, je crois que ça va développer un peu de la même façon. C'est sûr et certain qu'après le 12 janvier, tellement de bagages qui crasent, il y a un peu plus de construction qui peut faire. Là, on pense que Haïti, aujourd'hui, a souffert d'un déficit de logement de près d'1 million de logements. Donc, il va falloir que Haïti joue une capitale pour reconstruire le logement, parce que même si nous n'avons pas sous-tente, mais dans les conditions que nous avons habitées, c'est totalement inacceptable. Et vraiment, il faut que nous croyons dans la réaction, dans le positivisme, pour que nous développions la construction en Haïti qui est très en arrière après le 12 janvier. Parce que si le pays a été plus riche, on a fait beaucoup plus de construction. 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, à quelques jours des 100 ans de l'occupation américaine, l'historien Michel Soucard publie son dernier ouvrage intitulé « 100 ans de domination des États-Unis d'Amérique du Nord sur Haïti 1915-2015 ». Coécrit par 13 experts haïtiens, cet ouvrage multidisciplinaire se veut non seulement un panorama des différents aspects de la domination nord-américaine sur Haïti, mais aussi un avertissement aux citoyens haïtiens, un appel à changer de comportement et de pratique pour sauvegarder l'avenir du pays. Suivez tour à tour les explications d'Olivier Barraud de ces 3 éditions, de l'historien Michel Soucard et de l'un des co-auteurs, l'ingénieur Claude Prepty. Pour quelqu'un qui va lire ce livre, la première chose qu'il doit se dire, c'est que ce n'est pas un roman. Il doit le lire à tête reposée, il doit le lire page après page, il doit le lire crayon en main parce qu'il s'agit d'un bilan de 100 ans, avec des perspectives. Ça veut dire comment nous voyons, en tant qu'Haïtiens, ces relations avec les États-Unis pendant le siècle qui vient de s'écouler, des relations au cours desquelles les États-Unis se sont tirés d'affaire, largement, et des relations au cours desquelles Haïti a tiré très peu. Donc maintenant, nous souhaitons que dans le siècle à venir, eh bien, d'ici 100 ans, quand ceux qui se chargeront d'écrire un ouvrage de ce genre, après 200 ans de relations, eh bien, ils ne déçoivent pas le même bilan. Donc c'est un ouvrage qui va permettre à ceux qui vont le lire, dirigeants comme dirigés, citoyens haïtiens, américains également, de se considérer et d'avoir un dialogue à hauteur d'homme, pas un dialogue de dominant et de dominé. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour avoir un dialogue dans la dignité. Et pour dire, voici ce qui s'est passé, voici comment les choses se sont déroulées pendant 100 ans, nous ne sommes pas satisfaits de cela. Et voici comment nous dégageons des perspectives de relations sur de nouvelles bases. Pour ne pas être dominé, il nous faut comprendre notre histoire. Il nous faut un devoir de mémoire,
il nous faut une autocritique qui soit sans haine, sans fausseté, qu'on comprenne chacun notre rôle dans notre société. Aujourd'hui, citoyen entrepreneur, j'évolue dans un pays, il est important de comprendre et d'assimiler aussi toutes les conséquences de notre histoire pour pouvoir projeter vers l'avenir. Ceci dit, je viens d'un commerce où nous projetons sur l'avenir, les assurances, la finance, et donc c'est important pour nous de comprendre l'histoire et avancer. Aujourd'hui, en Haïti, nous avons un pays jeune, il faut qu'on comprenne notre histoire pour pouvoir avancer. Donc supporter une activité de ce genre est important pour nous, effectivement. Je pense que si nous voulons changer comportement, nous avons deux bagages qui peuvent arriver. Le premier bagage là, c'est que, un, il faut créer un sens de l'urgence, il faut comprendre que le moment est là, il est présent. Nous sommes fait 100 ans, on a fait 100 ans encore, même genre. Donc, un sens de l'urgence, ça c'est le premier bagage là. Le deuxième bagage là, c'est qu'il faut être proactif, nous pas qu'à réactif. Proactif là veut dire que c'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons prendre destin nous en main. Et comprendre ça que lié et chaque rôle, chaque monde dans la société a pour jouer. Comme pour tous les autres contributeurs, nous avons fait un travail de mémoire. Et comme l'a si bien dit M. Buteau, qui est l'un des contributeurs dans son article, il pense que l'oubli reste une menace constante dans l'évolution des hommes en société. Or, en Haïti, nous oublions facilement. Nous ne tirons pas suffisamment des leçons du passé et nous pataugeons toujours dans les mêmes erreurs. Or, les mines ont une histoire. Donc, à travers ce texte, j'ai raconté l'histoire minière de 1915 jusqu'à 2015. Et j'ai été même avant 1915 parce que lorsque les Américains sont arrivés en Haïti, donc ils ont trouvé une situation. Donc, il fallait décrire la situation d'avant 1915. Donc, l'histoire minière d'Haïti. Donc, l'histoire a commencé en 1492 avec le débarquement Christophe Colomb. Donc, comme on a parlé de domination américaine, en 1915, le Américain a débarqué, qui s'est été joint, mais il y a une méconnaissance totale de la géologie d'Haïti et du potentiel minier. Donc, leur arrivée en Haïti, bon, en même temps, en République dominicaine, il a commencé à faire domination par auto, il a commandé une étude géologique sur la partie est là, et il a rendu compte qu'il y a une lacune en Haïti. Donc, ça a fait, le premier bagage qu'il a fait, il a demandé USGS faire une étude géologique sur Haïti. Donc c'est après, à partir de 1939, que des compagnies américaines qui viennent, ils font recherche pétrolière, et puis Reynolds vient. Donc c'est à partir de 1950-1957 que l'exploitation a commencé vraiment. Et là, nous regardons dans le texte là, là, entrer dans l'exploitation, ça, on parle de quel genre de pillage qui était fait. C'est après, mais pas pendant la période d'occupation, proprement dite. Dans l'actualité sportive, dans le cadre de la Gold Cup, le match opposant Haïti aux États-Unis s'est soldé sur un score de 1-0 en faveur des États-Unis. Le prochain rendez-vous est fixé ce lundi 13 à 7h du soir pour une rencontre engageant Haïti au Honduras. Metro News Magazine arrive à son terme. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le week-end prochain.